Le chiffrement par substitution est une technique qui consiste à substituer dans un message chacune des lettres de l'alphabet par une autre lettre. Ainsi, à la lettre petit a, on peut substituer la lettre grand E. À la lettre petit b, on peut substituer la lettre grand P. À la lettre petit c, la lettre grand F. Et vous avez ici ce qui consiste en fait en une clé de chiffrement. L'ordre dans lequel a été mis ces lettres constitue la clé de chiffrement. Il existe un très grand nombre de clés différentes possibles, puisqu'il y a 26 manières de choisir le correspondant de petit a, puis 25 manières de choisir le correspondant de petit b, puis 24 manières de choisir le correspondant de petit c, ce qui rend extrêmement fastidieux l'essai de toutes les clés possibles. Le programme suivant implémente l'algorithme de chiffrement par substitution en utilisant la clé que nous avons vue précédemment. Par exemple, si je demande de crypter la lettre petit a, on obtient la lettre grand E. Si je demande de décrypter la lettre grand E, on obtient la lettre petit a. Je peux crypter un message, par exemple bonjour, et on obtient PQGMQWT, ce qui est complètement illisible. Si je demande de le décrypter, on récupère bien bonjour. Imaginons maintenant que j'intercepte un message dont je sais qu'il est chiffré avec un tel algorithme, mais dont je ne connais pas la clé. A priori, pour l'instant, le message est complètement illisible, et pourtant, par une technique de cryptanalyse, vous allez voir qu'on va réussir à déchiffrer ce message. On peut déterminer la fréquence d'apparition de chaque lettre dans la langue française. Il se trouve que le E est la lettre qui apparaît le plus fréquemment, suivie du A, puis du S et du I. Les lettres qui apparaissent le moins souvent sont X, Y, Z, W et K. Reprenons le message que nous souhaitons déchiffrer. Nous allons analyser la fréquence d'apparition de chacune des lettres codées. La lettre qui apparaîtra le plus souvent sera vraisemblablement celle qui correspond au E. Pour cela, j'utilise un programme qui va calculer la fréquence d'apparition de chaque lettre dans ce texte chiffré. Le grand A apparaît avec une fréquence de 2,6%, le grand B n'apparaît pas, le grand H apparaît avec une fréquence de 13,3%. C'est probablement le grand H qui encode le petit e. Comparons les fréquences d'apparition des lettres dans le message codé avec les fréquences d'apparition des lettres dans la langue française. On a vu que le grand H est la lettre qui apparaît le plus souvent dans le message codé. Je vais donc supposer que cela correspond au petit e. La deuxième lettre qui apparaît le plus fréquemment dans le message codé est grand E. Je vais donc supposer qu'elle correspond à petit a. La troisième lettre qui apparaît le plus fréquemment dans le message codé est la lettre grand G. Je vais supposer qu'elle correspond à petit s. Ce qui me permet de définir une clé d'essai.
En utilisant la correspondance donnée par ce tableau, grand H correspond à petit e, grand E correspond à petit a, grand R correspond à petit b, je vais essayer de déchiffrer le message avec cette clé, qui n'est probablement pas exactement la bonne, mais j'espère, compte tenu de l'analyse fréquentielle, qu'elle me permettra d'y voir plus clair dans le message codé. J'ai implémenté cette clé de test dans un programme de déchiffrement. Je vais essayer maintenant de déchiffrer ce message en utilisant cette clé test. Alors, décryptage message, je colle le message, voici ce qu'on obtient. Alors, ça ressemble toujours pas à du français, mais en y regardant de plus près, on peut quand même voir des choses intéressantes. Il y a certains mots qui apparaissent, le mot pour. On peut supposer que les bonnes correspondances ont été trouvées pour les lettres P, O, U et R. Il y a le mot leur. Ici, je peux vraisemblablement supposer qu'il y a en fait écrit peut-être et que le petit i est en fait un t. Je vais modifier ma clé d'essai en prenant en compte cette observation. Ce que je prenais jusqu'à présent pour un petit i semble en fait être un petit t. Donc je vais essayer une nouvelle clé dans laquelle je vais permuter les rôles de petit i et petit t. C'est-à-dire qu'ici je vais mettre grand K et ici je vais mettre grand V. Je vais réessayer de déchiffrer le message en utilisant cette nouvelle clé. Faisons la modification dans le programme. Je remplace ce grand V par grand K et je remplace ce grand K par grand V. Et je redemande le déchiffrement du message avec cette nouvelle clé. Alors, est-ce que ça devient plus lisible? Peut-être est bien devenu peut-être. D'autres mots apparaissent, prématurés. Il ENT. Père ENT. S apostrophe ENT. Vraisemblablement, ce ENT est en fait EST. Je vais donc faire évoluer ma clé test en ce sens. Je vais donc essayer une nouvelle clé, mais en prenant en compte le fait que j'ai remarqué que ce que je prenais pour un petit n a en fait l'air d'être un petit s. Je vais donc permuter les rôles de grand G et grand U. Modifions le programme en conséquence. Je vais donc permuter grand U et grand G. Et je relance le déchiffrement avec cette clé d'essai toujours. Ah, ça commence à être presque lisible. Alors, je pense que ce D est un petit c. Je vais donc faire évoluer la clé de déchiffrement ainsi. Alors, le petit d et le petit c seraient permutés. Je vais donc faire F A, que je modifie directement dans le code.
Je relance le déchiffrement. Est une des Vrandes. Vrande. Ce Vrande serait peut-être grande. Les rôles de petit v et petit g. Petit v qui est ici. Petit g qui est ici. Donc il y aurait à permuter grand I et grand S. Ce que je fais directement dans le code, je permets grand I et grand S. Et je réessaye. Alan Turing est une des grandes gigures du... Je pense que ce petit j est en fait un petit f. Alors, il y a donc confusion entre ces deux valeurs. Donc, celle-ci serait a priori P. Celle-ci a priori J. Modifions le code. Permutons grand P, grand J. Et on recommence. Alan Turing est une des grandes figures du HHI siècle dont la mémoire n'a été bu récemment. Alors, quels sont les mots qui sont presque lisibles? Sa contribution, c'est certainement sa contribution. Je vais donc permuter les rôles de petit b et petit j. Petit b est ici, petit j est là, donc ici ce serait plutôt un R et ici ce serait plutôt un P. Je vais permuter grand R et grand P dans le programme. Et je recommence le déchiffrement. Alan Turing est une des grandes figures du HHI siècle dont la mémoire n'a été jue récemment. Il est pourtant le père des ordinateurs modernes, au moins pour leur partie. Je pense que ce mot est théorique. Ce qui voudrait dire que le Q correspond à un H et que le J correspondrait à un Q. Le grand O que je prenais pour petit q est en fait petit h. Je mets donc grand O ici. Le grand R que je prenais pour petit j est en fait petit q, donc je mets grand R ici. MLZ. Allez, essayons. Alan Turing est une des grandes figures du JJ siècle dont la mémoire n'a été que récemment réhabilitée. Il est pourtant le père des ordinateurs modernes, au moins pour leur partie théorique. Sa contribution à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale est décisive, mais un suicide prématuré peut être encouragé par les autorités britanniques. Son mot vraisemblablement ici il faut un X, ce qui expliquerait ce que nous avons ici. En fait, il s'agit du XXe siècle. Et en continuant à affiner la clé, on finit par avoir le texte entièrement en clair. Faisons le bilan de ce que nous avons fait. Si par la force brute nous avions essayé toutes les clés possibles, il nous aurait fallu essayer ce nombre immense de clés, ce qui n'est techniquement pas faisable. Mais grâce à la cryptanalyse, à l'étude de la fréquence d'apparition des caractères et grâce à la connaissance du procédé utilisé, il a été possible, en fait relativement peu d'étapes, de déchiffrer ce message dont on ne connaissait pourtant pas la clé.